Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Aujourd'hui, c'est un médecin généraliste qui partage son quotidien dans Derrière le masque. Elle a choisi de garder l'anonymat, nous l'appellerons Alice, 37 ans, installée depuis 6 ans à Caen avec une patientèle variée de centre-ville. Comme beaucoup de ses confrères, c'est l'épineuse question des moyens qui cristallise sa colère, sa déception, amplifiée par l'absence de communication officielle de la communauté médicale sur le Covid-19. En fait, à l'annonce de cette épidémie qui est arrivée, on a eu les informations que tout un chacun a eu, c'est-à-dire une épidémie qui vient de loin. Ça toucherait a priori que des personnes âgées, que des personnes fragiles, et que là, le gros de nos efforts, ce serait de les protéger eux, parce qu'on a tous dans notre famille quelqu'un d'âgé, quelqu'un de fragile qui sort d'une chimio ou qui est en cours de traitement. Et petit à petit, on a eu des échos de ce qui se passait dans les premiers foyers français. Et heureusement, il existe des réseaux dédiés aux médecins, donc des réseaux sociaux, et qui nous ont, eux, alertés sur ce qui se passait dans ces fameux clusters. Et c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc on nous a dit qu'il y avait des patients jeunes, qu'il y avait des présentations de la maladie qui n'étaient pas du tout celles qui étaient attendues. C'était pas juste une toux, c'était pas juste une grippette, c'était pas juste de la fièvre. Il y a des gens qui arrivaient avec des maux de ventre et puis qui, dans l'heure d'après, se retrouvaient en réanimation intubés. On nous a dit qu'il y avait des gens sans antécédents. On nous a dit que le manque de moyens. On a été très très rapidement alertés. Donc nous on s'est dit bon voilà, c'est le début, ça va se mettre en route. Et finalement, ça s'est jamais mis en route, et le quotidien, c'est ça. C'est le système de la débrouille, quoi. Au quotidien, c'est la débrouille. Ça se traduit par, absence de masques. On nous en a parlé, on nous en les a promis. On nous a d'abord dit que ce serait des FFP2, et puis ensuite ça a été des chirurgicaux, et puis finalement, même les chirurgicaux, on n'en voit pas la couleur. Donc on nous a dit que ce serait une livraison tous les mercredis. Et il n'y en a pas eu. Les pharmaciens se retrouvent à nous dire non, il n'y a pas. De temps en temps, on arrive à nous en mettre 2 ou 3 de côté. Donc des petits stocks qui se constituent comme ça. Sinon, c'est des patients. Voilà, quasiment la totalité des masques que j'utilise me viennent de mes patients. Donc j'ai une voisine là de mon cabinet qui est dans la coiffure, l'esthétique, qui donc manipule des produits pour ses préparations de coloration, etc. Et donc il y a des masques et qui m'en a fourni. Voilà, j'ai un autre de mes voisins de cabinet qui est dans la réparation téléphonique et qui lui me dit voilà docteur, donc voilà, j'ai eu un souci de portable, et quand j'y suis allée, il me dit j'en profite, je vous donne les masques que j'ai, moi ici je ne vais plus en avoir besoin parce que ma boutique est fermée. J'ai des patients bricoleurs, donc qui avaient des masques à me donner, ils sont venus, donc entre 2 consultations, à l'époque où on n'était pas encore entré dans la période de salle d'attente désertique, le stock de masques s'est constitué à ce moment-là. Malgré tout, vous n'en avez pas pour tous les jours, c'est pas... Alors, ce sont des astuces, alors peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas, mais on nous a donné des astuces pour essayer de les recycler. Donc moi, en fait, tous les masques que j'utilise, mes FFP2, je les mets dans la petite armoire qui sont juste derrière moi, en quarantaine, entre guillemets. Donc moi, mes masques sales, ce sont des masques où... j'ai été dedans toute une matinée, toute une après-midi. Je les mets de côté, j'attends que le virus se désintègre et je les reporte. Voilà. Autre chose, les masques, on nous a également donné une petite piste, comme quoi si on les mettait à 70 degrés au four chez nous, ça détruirait le virus au bout de 5 à 10 minutes. Après, ce qui reste d'un filtre FFP2 après 5 à 10 minutes à 70 degrés dans le four où je fais aussi cuire mes gâteaux, voilà, c'est un concept. Je ne sais pas ce qu'il en reste du filtre, je ne sais pas s'il va encore fonctionner, mais bon, en l'occurrence, c'est comme ça qu'on fait. C'est faute de mieux. Voilà. Ça aurait dû être géré différemment, je pense. Voilà. Et les patients, vous en voyez encore dans votre salle d'attente ou... Alors, les patients, je pense qu'on a dû... moi, j'ai dû diminuer mon activité. Là, je dois être à... je suis en train de regarder là mon planning. Je suis à peu près à 30 à 40% de mon activité en temps normal. Donc, il y a eu en tout début d'épidémie un afflux de personnes qui étaient dans le doute, qui étaient dans la crainte, qui m'ont demandé beaucoup d'arrêt de travail par rapport à leur propre état de santé, pour se préserver, pour ne pas aller au travail, pour ne pas s'exposer. D'autres parce que c'était... ils étaient ils avaient des personnes qui avaient des fragilités dans leur famille, donc c'était pour protéger leurs membres de la famille.
Et puis ensuite, il y a eu un énorme creux, c'est-à-dire que la demande de confinement a fait que les gens ne venaient plus. Et puis petit à petit, les premiers cas de coronavirus sont arrivés. Et donc moi, j'ai eu des matinées avec 6 ou 7 suspicions, claires et nettes. Donc bon, pareil, là, c'est une maladie qu'on découvre, donc on improvise un peu. Les thérapeutiques sont très très limitées, c'est beaucoup de réévaluation, c'est beaucoup de définition de ce que c'est qu'une détresse respiratoire, leur expliquer ce que c'est, voilà, avec des astuces sur vous êtes censé pouvoir compter jusqu'à 30, de 0 à 30 sur une seule expiration. Si vous vous arrêtez à 10, c'est que c'est pas normal et vous appelez le 15. Voilà, et puis leur dire de revenir pour qu'on les évalue, ou bien par téléphone, ou bien voilà. Et puis dans ce laps de temps, on a également des personnes qui ne viennent pas au cabinet, pas parce qu'elles ont d'autres pathologies, mais qu'on leur a tellement dit qu'il fallait pas venir dans les cabinets médicaux qu'effectivement elles ne se présentent pas. Et quand elles finissent par arriver, donc là maintenant on est dans cette période-là, je récupère des cas livresques. C'est-à-dire que moi je n'ai jamais vu des infections évoluer comme ça chez des personnes qui en temps normal seraient venues dès les premiers signes, et là maintenant elles ont laissé tellement évoluer, tellement s'aggraver en se disant faut pas que j'aille chez mon médecin traitant parce que il doit être surchargé de boulot, sa salle d'attente doit être infectée, et donc du coup je les retrouve dans des états jamais vus, c'est du jamais vu. Et puis la psychologie, la psychiatrie, alors ça on en a aussi, donc c'est en fonction du seuil de tolérance des uns et des autres. J'en ai qui ont commencé à arriver la semaine dernière en me disant j'en peux plus, et puis là c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. Troubles du sommeil, anxiété, idées suicidaires, il y en a. On se demande comment en 2020 il est possible de vivre une telle situation, un tel abandon, un tel débrouillez-vous, un tel manque de moyens. C'est en 2020 de dire à des médecins allez-y, soignez, et puis on vous fournit pas de quoi le faire dans des conditions sécures, et donc pour le coup on vous rend même contaminant. Ça non, ça personne ne l'a vécu, parce que de base quand on prête serment, la première chose c'est ne pas nuire, sauf que là on bafoue tout en allant, alors les premiers temps ça a été ça, en allant soigner sans masque ou sans gel hydroalcoolique en quantité suffisante, non, on contamine. Voilà. Pour les patients, pour sa famille aussi, j'imagine que c'est des questions qu'on se pose. Alors, mon mari étant également médecin, effectivement, on se dit, alors heureusement, les cas très symptomatiques graves sont rarissimes chez les enfants, il y en a. Mais naïvement on se dit ça ne nous arrivera pas, j'espère que je ne ramène rien à la maison, mais on a peur l'un pour l'autre dans notre couple, évidemment, en se disant on y va, on fait notre travail, c'est notre vocation, c'est notre devoir, voilà, on le fait parce qu'on l'a choisi, mais évidemment reste cette crainte humaine de se dire et si nous arrivait quelque chose, et les enfants, et voilà, donc non, évidemment, il y a de la crainte, mais je pense qu'une fois qu'on a la tête dans le guidon, on fait abstraction de ça et on le refoule, et on se dira, on fait au mieux, et puis ça va passer, j'espère. Voilà. Je pense que pour nous les soignants, ça va nous rester. Je pense pas qu'il y aura une reconversion massive de médecins autres emplois, non, je pense pas, mais déçu, une grande déception. Une grande déception. Après, faudrait juste pas qu'après tout ça, et j'espère que la fin arrivera vite, tout le monde soit frappé d'une amnésie collective en se disant non, ça on l'a vécu. On est en mars-avril 2020, on l'a vécu. Le manque de moyens, on l'a vécu. Les directives farfelues, non-sens, on l'a vécu. Donc non, faudrait que personne n'oublie. Personne n'oublie. Est-ce que vous entendez des applaudissements de 20h le soir ou pas ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous les prenez pour vous ou pas ? Alors, à 20h, j'entends les applaudissements. Je ne vous cache pas que j'applaudis moi aussi, parce que c'est pas m'applaudir moi-même, c'est applaudir tous les autres corps de métier qui comprises dans la catégorie soignant. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a des auxiliaires à domicile, il y a
Il y a les brancardiers, les ambulanciers, donc tout ce petit monde-là, oui, mérite qu'on les applaudisse, et donc je fais partie du lot des personnes qui applaudissent. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à une certaine forme d'hypocrisie, volontaire ou non. Je pense qu'elle est involontaire, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de certaines personnes. Parce que moi, effectivement, je vais à mon cabinet, je rentre de mon cabinet, je vois plein de personnes dans les rues. Et je suis tentée à chaque fois de leur poser la question, mais est-ce que vous applaudissez à 20h? Parce que si c'est le cas, ça va pas. Alors, il y a un truc qui est non-sens. Donc, ça se balade, oui. Alors, pas beaucoup, mais de moins en moins. Quoique, ces derniers jours, avec le beau temps, ils ressortent de nouveau. Mais bon, voilà, moi je vois bien dans le quartier, les chiens sont promenés 5-6 fois par jour, les joggeurs, il n'y en a jamais eu autant. J'ai même vu dans les supérettes du coin des personnes se donner rendez-vous à la supérette. Voilà. Entre deux rayons, ça papote. D'accord, bon, je sais pas, on n'a pas tout à fait la même notion du confinement, donc là je dis voilà, si ça vous le faites pas, venez pas applaudir, à ce moment-là c'est pas la peine, quoi. C'est pas... Là, le but, c'est vraiment de se protéger les uns les autres, et ce qui est demandé finalement. Alors, je dis pas que c'est simple, dans le confinement, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, mais c'est le seul coup de pouce, c'est le coup de main que nous, on vous demande. Donc, ce serait bien de le faire. Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.